Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je crois qu'on va faire cette table ronde à deux avec Anne-Laurent. On va se présenter tous les deux et on va vous parler d'initiatives montpelliéraines. Et pour commencer, pour introduire cette table ronde à deux, juste quelques mots. Déjà, moi, je suis ravi de me retrouver ici pour le dixième anniversaire, hein, puisqu'on peut le dire, de ce forum. C'est extrêmement important, évidemment, on l'a dit en termes de prise de conscience. Alors, moi, il se trouve que j'ai eu la délégation de la part du maire-président Mickaël Delafosse, qui était là ce matin, au numérique, à la ville, à la métropole, il y a 2 ans. Et la première chose qui s'est passée quand on m'a donné la délégation, c'était de venir ici, justement pour faire, en représentation de lui, la première intervention. Et je vous avoue que j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert Ronnie, parce que c'est à peu près le seul que je vois dans la salle, pour le coup, puisque je ne vous vois pas. Mais j'ai découvert beaucoup de choses, et notamment cette antériorité sur ce sujet, qui est extrêmement important. Il se trouve que parallèlement, je suis aussi élu écologiste. Alors quand on est élu écologiste, et quand il y a marqué green dedans, et quand il y a en plus le mot numérique, ça fait beaucoup de contradictions, d'injonctions contradictoires parfois, mais ça suscite beaucoup de débats. Et moi, la première fois, c'était il y a donc 2 ans, on a parlé, et c'est toujours intéressant ces conférences lors de ce forum, parce que ça permet d'ouvrir les chakras sur un certain nombre de sujets. Il y a 2 ans, on a parlé en introduction de technosolutionnisme. L'année dernière, on a parlé de décroissance. C'est toujours bien dans le monde de la tech, ou tous ceux qui ont un rapport avec la tech, de parler de décroissance. Ça sollicite et ça interroge. Puis je pense que, moi je suis arrivé juste un peu après, mais j'ai vu plusieurs personnes qui sont sorties de la table ronde précédente avec une interrogation profonde sur des questions humaines et sur des questions d'humanité. Et je pense qu'ouvrir aussi à tout ça, plus à la fois en termes de sensibilisation, et moi je vais vous le dire en termes politiques, aussi en termes de quelle politique publique on peut faire. Parce que je pense que ces interventions, peut-être qu'il y a beaucoup d'élus au niveau national et plus large, et au niveau local, qui devraient les entendre, parce qu'à un moment donné, derrière la prise de conscience, il doit aussi y avoir des prises d'actes et des politiques publiques. Hein. C'est ce qu'on appelle, quand on fait des lois, quand on investit, ça s'appelle des politiques publiques. Et la question du numérique et de l'humain, elle est abordée de plein de façons différentes, et on va d'ailleurs en dire quelques mots, parce que dans le numérique, il y a l'humanité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, parce que pour beaucoup de gens, malheureusement, le numérique, c'est de la consommation. Or, le numérique, c'est profondément politique, c'est l'organisation de notre société, et c'est l'organisation de notre société de façon géopolitique. C'était le cas de la question de l'humanité tout à l'heure, mais c'est aussi l'organisation de nos rapports entre nous, entre amis, au niveau de l'organisation de la société. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit ce matin, très rapidement, parce que justement, c'est toujours l'occasion de débattre et d'essayer d'esquisser des pistes, parce que ce monde de l'intelligence artificielle, puisque c'est ce qui va nous occuper, c'est un monde où tout le monde a un avis, et comme je le dis souvent, on a tous été épidémiologistes pendant le Covid. Certains ont été sélectionneurs ou sélectionneuses de l'équipe de France pendant les différentes manifestations, y compris pendant les JO. Et finalement, peut-être qu'à un moment donné, dans la dernière année, avec l'incursion de ChatGPT dans le débat politique et public, on est tous un peu, ou on a tous été, ou vocation à avoir à être data scientist. C'est classe d'être data scientist, mais Anne, tu es data scientist d'une certaine façon, d'un terme générique, donc c'est très très classe. Mais la question de toucher à l'IA, ça touche à tellement plein de sujets que la difficulté, c'est de prendre les angles. Et c'est un peu notre aventure à Montpellier aussi, c'est sous quel angle on prend la chose pour que du plus petit angle qu'on le prenne, on puisse avoir une perception d'un mode d'action. Parce que la grosse difficulté, c'est une fois que vous avez dit que l'histoire était très compliquée, et après il faut chercher par où on peut prendre la chose. Et nous, on a cherché à Montpellier avec tout l'écosystème, je sais qu'il y en a certains dans la salle, certains et certaines dans la salle, à essayer de prendre la mesure de nos moyens quand on est élu local, quand on est scientifique et responsable à l'université pour Anne, mais quand on est chef ou chef d'entreprise, quand on est à tous les niveaux et quand on est citoyen, parce que c'est un peu ce dont on va vous parler aussi, comment on peut prendre ces angles-là. Et je vous le dis par rapport à ce matin, c'était très intéressant d'écouter Axel Lemaire dire il faut savoir où on veut aller. Je pense qu'en politique, il faut toujours savoir où on veut aller, ou tout au moins chercher où on veut aller. Parce qu'il y a des grandes constantes dans la vie, et il y a des grandes constantes dans l'humanité. Et effectivement, on est un certain nombre à penser que la révolution de l'IA, pas que l'IA générative, c'est l'IA en général, mais la difficulté d'appréhension quand on n'est pas techno, c'est que effectivement tout ça se mêle, et donc c'est difficile de compréhension. Quand on pense réellement que c'est du même ressort de révolution que l'écriture ou l'imprimerie, et la révolution industrielle, et je vous en passe, c'est des meilleurs, mais effectivement, on a un petit retour d'expérience sur ces questions-là.
Alors, sur l'écriture, c'est en millénaire, sur l'imprimerie, c'est en centaines d'années, sur la révolution industrielle, c'est un peu plus qu'une centaine d'années. On a une réflexion sur les révolutions technologiques. Celle-là, elle est d'ampleur, elle a un délai de propagation qui est plus lent, qui est beaucoup plus rapide, parce qu'elle est moins astreinte, même si elle l'est, et on l'a vu, elle est astreinte au matériel, mais ce matériel, on l'a déjà fait, on est en capacité de le faire, il évolue, mais on sait faire. On n'est plus à l'arrivée de l'informatique où il fallait équiper, on n'est pas avant avec Internet où il fallait équiper, parce que, évidemment, l'informatique, c'est d'abord du matériel, et il n'y a pas Internet sans les réseaux sous-marins, sans les réseaux d'infrastructures, de fibres, de cuivre, de satellites, ou de réseaux 2G, 5G, 4G. Donc tout ça, c'est du matériel et ce qu'a fait. La différence ici, c'est qu'on a une exception pour un certain nombre de choses où on est dans le soft finalement, même s'il y a besoin de beaucoup de ressources machines, et c'est ce qui change aujourd'hui la donne. Ce qu'on a dit ce matin, et ce que c'est le maire, c'est effectivement l'actu récente, c'est le marketing d'OpenAI qui commence avec le lancement de ChatGPT, lancement mondial, de mémoire le 30 novembre 2022, et là-dessus, un enchaînement de choses, mais un enchaînement de marketing génial, parce que justement, ça promettait tout et n'importe quoi, et derrière, des conséquences géopolitiques, des conséquences en termes capitalistiques, économiques, des surcroît d'investissement de partout, des concurrences, des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. On nous annonce la fin de la démocratie d'un côté, la fin de l'emploi de l'autre. Ça fait beaucoup de révolutions d'un coup, et avec des choses qu'on ne voit pas, côté chinois, des choses qu'on appréhende mal, et finalement un bouleversement du monde quand vous avez déjà la transition écologique, et on va y revenir parce que c'est un peu le sujet. Un an plus tard, où on en est? Bon, c'est vrai que les LLM pour la productivité et ce qu'on va dire l'IA générative bureautique, on attend toujours les éléments de productivité quand on regarde dans le détail. Alors oui, peut-être que les experts vont devenir plus experts, et c'est même une certitude s'ils savent bien l'utiliser. Qui l'utilisent comment, à l'échelle personnelle ou à l'échelle professionnelle. Mais le marketing, il est génial. Regardez, on nous annonce la nouvelle version de ChatGPT. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, la dernière, c'est New quelque chose, c'est 4.0 New, ou je ne sais plus, peut-être que quelqu'un sait dans la salle. Là, celle-là, on nous l'annonce, elle réfléchit. Ça, c'est les termes marketing. Elle réfléchit. En fait, c'est des LLM qui se renvoient la balle mais elle met plus longtemps parce qu'elle réfléchit. C'est la version commerciale, on est d'accord. Donc, on est toujours dans un surcroît de volonté de marketing qui pousse à l'investissement derrière. Derrière, ce qu'on n'a pas en Europe, mais ce qu'on va avoir très rapidement, parce qu'on ne sait pas où on va sur un certain nombre de choses, par contre, on voit que les GAFAM, ils avancent sur un certain nombre de choses. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est l'IA de Meta, par exemple. C'est-à-dire le petit assistant qui va avoir lieu, ou alors là en partie, mais pas tout à fait, parce qu'il y a un petit jeu de rôle avec l'Europe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, un petit jeu de rôle avec l'Europe sur la question de l'IA Act et sur la question des données personnelles. Mais c'est l'IA de Meta quand elle va être dans WhatsApp, quand elle va être dans Facebook et quand elle va être dans Instagram. Par exemple, je vous donne juste ces exemples, ça touche quand même des milliards de personnes à l'échelle de la planète. Et on parlait ce matin de lien de dépendance. Et bien, le lien de dépendance, il va être là, clairement. Quand vous voyez Samsung qui lance son S, je ne sais plus combien, à combien on en est de 20, avec son IA intégré, c'est un lien de dépendance. Quand Apple fait la même chose avec Apple Intelligence, avec évidemment un petit souci avec l'Europe, mais tout ça est un jeu de rôle une fois de plus, derrière, eh bien, il y a ce lien de dépendance qui va se créer, avec les conséquences derrière, ce lien de dépendance psychologique dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle, à plein d'usages, parce que c'est très difficile de déterminer des cas d'usage généralistes. Par contre, là, l'impact, on le voit, il est capitalistique en créant des data centers, des GPU avec des sociétés qui augmentent, Je parle des GAFAM, parce qu'après, on peut avoir une... Je vois Ronnie qui me regarde, donc je vois qu'on peut avoir aussi, et on y reviendra parce que c'est un peu l'enjeu, d'avoir justement une attention particulière sur tout ça et sur tout, comme on dit, la chaîne de valeur sur ces questions-là. Mais pour ça, il faut fixer, à défaut de loi, des règles de conduite qui soient très très claires. Mais les engagements des GAFAM aujourd'hui sur la décarbonation, ils sont en train de disparaître. C'était des objectifs à 2030 et 2050, on nous annonce plus 70%, c'est totalement hors de contrôle. Parallèlement, ils rachètent des centrales nucléaires aux États-Unis. Il y a toute une traduction sur la question, même en France, sur la question de la puissance des data centers. Tout ça pour faire quoi? On ne sait pas encore. En vrai, on voit des potentiels, mais on voit surtout, de mon point de vue, l'IA de Meta. Le modèle économique, aujourd'hui, sur de l'IA bureautique, il n'y en a pas. En vrai, il n'y en a pas. Et quand Samsung vend aujourd'hui son S machin, il vous promet une gratuité de l'usage de l'IA jusqu'au, de mémoire, 31 décembre 2025. Parce qu'il ne sait pas derrière ce qu'il va en faire et comment il va le commercialiser, parce que les investissements seront largement plus là. Ça, c'est pour l'aspect capitalistique. On le sait, l'impact environnemental, c'est pas ici, c'est 80% sur le matériel.
et c'est l'équivalent de 3 à 4%, voire plus, hein, je ne sais plus où on en est exactement, mais enfin c'est l'équivalent de l'aéronautique au niveau mondial, l'impact du numérique avec 10%, et c'est en constante augmentation, de l'énergie. Alors moi je voudrais juste rappeler un truc, parce que je suis aussi responsable écolo et élu dans cette métropole à ce titre-là. Pour le coup, c'est que quand on parle de transition écologique, en fait on parle juste de sauver l'humanité et le vivant. Je le rappelle parce que peut-être qu'on voit de très très loin les catastrophes qui ont été dites tout à l'heure sur l'impact humain et de l'humanité sur la question du matériel et de ce qu'on fait, mais globalement le dérèglement climatique, il s'attaque à l'humanité, à sa survie et à la survie du vivant. C'est toujours bien de le rappeler, même si ça paraît une évidence, mais ce qu'on voit comme catastrophe à l'échelle mondiale, du Canada à l'Asie, en passant par l'Afrique et l'Australie, c'est prégnant, c'est réel, les inondations qu'on a connues en Europe, et tout ça s'attaque en fait réellement aux vivants. Donc en vrai, on n'est pas au niveau, hein. On n'est pas du tout au niveau. Et effectivement, même quand on va parler d'IA, oui, il y a des choses à faire en termes de politique publique. Et c'est peut-être un peu... Moi, je vais juste vous raconter, mais je préférais dire ça en préalable, parce que ça m'apparaît vraiment important de recaser un peu les choses. C'est pour ça que je vous disais, on a parlé de technosolutionnisme il y a 2 ans, on a parlé de décroissance. Il va falloir peut-être penser à voir les choses autrement. Dit comme ça, c'est pas engageant, mais il faut quand même avoir une vision de vers où on va. Je vais juste vous raconter l'histoire de la Convention citoyenne avant de passer la parole à Anne. Pourquoi on a voulu s'engager au niveau de la métropole avec les universités, avec tout l'écosystème des chefs et des chefs d'entreprise, dont Digital 113 que je remercie, dont la French Tech, dont la Mêlée. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'il y a 1 an et demi, on a décidé d'interdire ChatGPT à la ville et à la métropole de Montpellier. Pourquoi on a interdit ChatGPT? Parce qu'en fait, quand il y a des données confidentielles et quand il y a un certain nombre de choses qui sont en place, quand vous êtes une collectivité, comme vous le seriez dans des services publics ou même dans une entreprise, vous n'utilisez pas des logiciels qui sont susceptibles de donner des fausses informations, qui sont susceptibles de prendre des informations confidentielles dont on ne sait pas où elles vont aller. Ça ne se fait pas. Donc on a simplement appliqué une règle de bon sens qui consiste à dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est pas parce que des choses sont en usage libre, pour absence de régulation, hein, purement et simplement, qu'on peut faire n'importe quoi. Donc on l'a interdit, mais en fait on l'a interdit pour créer un débat politique. Parce que derrière, et c'est ce qu'on va expliquer avec Anne, on a envisagé de faire beaucoup de choses et beaucoup d'initiatives en prenant toujours le soin de se dire d'où on parle. On parle d'une ville en France, qui n'est pas petite, qui a son ambiance, avec des universitaires, des chefs d'entreprise, qui ont une vocation nationale, internationale, et qui sont en capacité de faire. Quand on a fait ça, on a réuni autour de Mickaël Delafosse, Anne, qui est là, le président de l'université, le directeur de l'école d'ingénieurs, des chefs et des chefs d'entreprise et des universitaires, pour leur dire qu'est-ce qu'on fait. On a créé un comité territorial de l'intelligence artificielle, on a dit on fait quoi à partir de là où on parle, au vu de ce qui est en train de se passer. On est en mars 2023. Donc pour vous dire une idée, on commençait tous à être data scientists, hein, c'était l'époque. Et à ce moment-là, rappelez-vous, Elon Musk, avec 1000 signataires, lance un truc complètement surréaliste, je ne sais pas si quelques-uns s'en souviennent. Il dit il faut faire un moratoire pendant 6 mois sur la recherche en IA. Ça sorti de nulle part, pendant ce temps il crée sa boîte. Hein. Mais ça c'est encore un paradoxe qui lui est propre. Et parallèlement, le G7 crée un groupe de travail sur l'IA générative. C'est étonnant, parce qu'a priori on ne s'attend pas du G7, donc les 7 pays les plus industrialisés, qui créent un groupe de travail sur la nouvelle version de Word. Sauf si effectivement la nouvelle version de Word avait un impact potentiel sur le travail, voire même sur la démocratie ou le travail. Et donc on en est là à ce moment-là. Donc on réunit ce comité territorial. Alors moi pour la petite histoire, je vous avoue que quand on a fait ça avec Mickaël Delafosse, on l'a fait politiquement, c'est la politique à un moment donné, on dit ça va être comme ça. Et puis après, on va prendre des directions, et on l'a fait sur des préconisations. Mais je peux vous assurer qu'au sein de la métropole, et même au sein de l'écosystème montpelliérain, ça a été mal vu dans un premier temps. Parce que vous comprenez, pour ceux qui connaissent un peu Montpellier, Montpellier c'est l'image de la surdouée, de la tech et compagnie. Alors comment ça se fait? Vous êtes contre la tech? Alors, moi je vous avoue très franchement, on a été un peu sauvé par France Inter. Hein, parce que France Inter a fait une journée sur l'intelligence artificielle. Et alors là, c'est merveilleux. Hein, je vous le dis, quand vous êtes dans une ville de gauche et écolo, si France Inter fait un truc sur un sujet, vous êtes sauvés.
Et merci encore à France Inter, parce que le lendemain, enfin la journée même de France Inter, mon téléphone a recommencé à sonner. On m'a dit, peut-être intéressant ton histoire d'IA, on va peut-être faire un truc. Donc merci encore à France Inter. Hein. Je le dis, il faut écouter France Inter, surtout quand on est à Montpellier. Mais il y a d'autres endroits aussi où il faut l'écouter. Et donc, pour vous la faire courte, on réunit donc ce comité territorial de l'IA. Et la première préconisation, figurez-vous que ce n'est pas d'investir 500 millions à tel endroit, de révolutionner le monde. La première chose, c'est faites une convention citoyenne parce que ça concerne tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait. Et on y reviendra tout à l'heure, Anne, mais juste, on a réuni 40 citoyens et citoyennes qui sont représentatifs de la métropole de Montpellier. Donc juste petit à titre indicatif, évidemment, c'est un peu différent de si on avait été à Nice, hein, en termes de pyramide des âges, mais ça ne change rien. En l'occurrence, on a réuni 40 citoyens et citoyennes qui ont rendu, alors on a eu la chance d'avoir Cédric Villani comme président du comité d'experts, et c'est une convention citoyenne, c'est quelque chose de très sérieux, hein, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir choisi les personnes qui ont participé, qui étaient volontaires hein, pour le coup, on les a accompagnés. Alors, on n'a jamais tenu le stylo, par contre, on leur a proposé d'entendre, et ils ont eu le choix même de plusieurs personnes, d'auditer des gens. Alors ça a été depuis Cédric Villani, en passant par la CNIL, en passant par des experts universitaires, sur tous les sujets. Et ils nous ont rendu un avis, qui est disponible en ligne, qui est vraiment, il faut le prendre comme une photographie à l'instant T. On en reparlera dans 10 ans, dans 20 ans, sur qu'est-ce qu'on pensait à cette époque-là, sur un échantillon représentatif de la population montpelliéraine, enfin qui est la population française et européenne en tout cas, de ce côté-là. Et les avis sont extrêmement intéressants, ils vont nous éclairer pour la suite du débat. En premier, ils disent quand même, la première recommandation, c'est les IA doivent être utiles, et 2, il faut maîtriser l'impact environnemental des IA. Donc c'est vraiment ça la question. Après, il y a tout un tas de choses et on y reviendra. Mais voilà, c'était juste pour l'introduction, pour dire que les politiques, ils aiment bien dire que tout est politique. Alors quand vous êtes en charge d'une matière, en général, vous n'hésitez pas à dire que votre matière est politique. Alors moi, c'est le numérique. Donc il y a deux choses à savoir. La personne qui s'occupe des cimetières pense aussi que les cimetières sont très politiques. Et cela dit, c'est vrai, mais il faut quand même savoir de quoi on parle. Mais le numérique, c'est quelque chose qui régit notre vie, qui régit notre mode de régulation, mais qui a été tellement neutralisé parce que des outils, c'est neutre. Et on sait très bien qu'un marteau, en fait, ça peut se transformer en arme par destination. Donc c'est jamais neutre, un outil. Mais pour le tout, c'est un outil d'organisation de la société, d'organisation des relations. Et c'est très difficile de démystifier un certain nombre de champs, notamment son impact environnemental, puisque quand c'est dématérialisé, il faut rematérialiser, réhumaniser. Et c'est peut-être ce qu'on a eu tout à l'heure. Et l'humanité, elle a son mot à dire là-dessus. Donc quand il faut politiser les choses, moi je connais qu'une méthode, dans le vrai monde, hein, parce que le vrai monde, c'est le numérique. Mais il n'est pas perçu toujours comme ça par les politiques. Et quand on veut, dans le vrai monde, dans l'ancien, hein, celui où il n'y avait pas, on crée, nous on dit du clivage. Si on veut être poli, on crée des controverses. Et c'est ce qu'on a voulu faire en interdisant le ChatGPT, c'est créer une controverse, parce qu'à partir de là, on peut avoir un débat. Et en démocratie, c'est essentiel d'avoir un débat le plus éclairé possible. Mais voilà, c'est cette direction qu'on a voulu mettre en place, et on l'a fait ensemble. Et du coup, on a pu avoir une expérience par rapport à tout ça, qui est beaucoup plus large que cette convention citoyenne. Et Anne, c'est à toi. Donc, bonjour, moi je suis Anne Laurent, je suis de l'Université de Montpellier. Donc effectivement, de l'autre point de vue, alors moi je ne connaissais pas Manu avant justement ce double coup de tonnerre ChatGPT, puis on a mis prise en main politique, parce qu'effectivement je pense qu'on a de la chance d'être dans l'écosystème de Montpellier. Alors ça fait des années que les entreprises font de la des très belles réalisations dans le numérique, en IA, dans plein de sujets. On a des très belles choses, c'est reconnu, c'est connu. Enfin voilà, on a à la fois des entreprises bien installées, un monde des startups qui est à fond tout le temps, donc des choses bien ancrées. On a la chance aussi, je pense à Montpellier. Alors je suis pas montpelliéraine, donc je fais encore, la pub de Montpellier de manière encore plus, j'allais dire positive et sans que ça me pose de problème, parce que vraiment, je pense qu'à Montpellier, on a cette chance d'avoir à la fois ces forces-là, mais la bonne échelle pour qu'il y ait des connexions historiques ancrées. Les gens se parlent, se connaissent. Il y a des petites graines qui sont semées au fur et à mesure des années, et puis quelques années plus tard, quand typiquement il y a Manu Reynaud qui tout à coup
pour des raisons qu'on n'a vraiment pas comprises, mais alors pas du tout sur le coup, qui dit ChatGPT interdit à la métropole de Montpellier. On s'est dit, on est les gens, alors je parle pour moi, mais je pense qu'on était plusieurs à entrer dans cette salle en se disant mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? On est sorti pas beaucoup d'heures après, peut-être 1 ou 2 heures après, en se disant mais en fait, effectivement, on va avoir cette double chance à Montpellier d'avoir cet écosystème hyper fort, déjà présent, très compétent sur la question et l'environnement qu'il faut pour y aller peut-être très à fond, mais pas à tout prix. Et ce mais pas à tout prix, en fait, il nous a habité dans la constitution de qu'est-ce qu'on veut faire en IA collectivement. Alors après, chacun dans son entreprise ou chacun dans ses sujets de recherche ou dans ses sujets politiques s'en empare évidemment de manière individuelle, mais quand même collectivement de mener ce projet. En fait, on l'a résumé dans la plupart de nos interventions et dans les dossiers qu'on soumet, parce que l'idée c'est collectivement aussi d'aller chercher de l'argent pour mener ce projet-là, hein, de faire des projets en intelligence artificielle, mais en pensant à l'impact qu'on veut avoir, dans quelle thématique, des IA où la souveraineté a un sens. Tu n'as pas tout à fait la souveraineté. Et un aspect de prise en compte de la responsabilité. Alors, après la table ronde précédente, ces mots font encore plus écho. Je pense qu'on avait, en tout cas pour moi, c'est des dimensions qu'on veut prendre en compte, mais je pense qu'on a encore besoin d'être encore plus conscientisé, disait l'interlocuteur tout à l'heure, conscientisé de vraiment jusqu'où il faut vraiment prendre tout ça en compte. Et puis des aspects éthiques. Donc vous avez effectivement la photo de notre première réunion autour de Michael Delafosse et de Manu Rino, et puis très vite le collectif. Donc pour certains vous êtes sur la photo, je ne sais pas si vous arrivez à vous reconnaître, elle est un peu petite, mais c'est vraiment ce projet collectif qui est né à Montpellier et qu'on veut vous présenter. Alors on n'a pas pu mettre tous les logos tellement il y en a. J'ai repris ici une slide qu'on a montrée au jury international quand on est monté à Paris défendre le dossier, qu'on continue à défendre pour montrer que Montpellier a sa place dans le paysage national autour de l'intelligence artificielle. Ce qu'on a mené collectivement et ce qu'on a montré, ce qu'on continue à défendre avec des axes qu'on met de plus en plus en avant, puis d'autres sur lesquels on va refaire d'autres types de dossiers de candidature. C'est 3 grandes ambitions et 3 grands buts qu'on a déclinés autour de continuer à avancer scientifiquement et technologiquement sur l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, on le disait, qui a impact. Alors, comme je suis de l'Université de Montpellier et comme Med Valley n'est jamais très loin de chez nous, hein, on est toujours sur des piliers autour de nourrir, soigner, protéger. Finalement, ça nous réunit tous. Hein. Il n'y a pas de mise à l'écart parce que à Montpellier, on a à la fois ces gros écosystèmes autour de ces thématiques, j'allais dire, en première intention, et puis de toute façon, les thématiques sont tellement larges que tout le monde vraiment s'y retrouve. Avec un point, en fait, c'est qu'à Montpellier, on a à la fois des choses qu'on dit en IA cœur, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment spécialisés dans les technologies sous-jacentes des intelligences artificielles. Donc, on n'a pas attendu, c'était récemment, là, cette semaine, je ne sais plus dans quel cénacle, quelqu'un a dit, mais il y avait quoi avant l'IA? Un peu comme les gens que, je ne sais pas, quand vous étiez enfant ou quand on a des enfants autour de nous, ils se demandent comment on faisait avant Internet, ou comment on faisait avant l'électricité, ou comment on faisait avant. Donc, je pense que dans quelques semaines ou quelques mois, dans pas longtemps, et autour de nous, il y a plein de gens qui viendront nous voir en disant mais comment vous faisiez avant l'IA? Donc il y a vraiment cette question-là d'avoir des entreprises, hein, je pense aux entreprises qui faisaient déjà des chatbots, aux entreprises qui faisaient déjà des applications des intelligences artificielles ou de la data science, quelle que soit la définition, effectivement, ça c'est devenu un peu un mot un petit peu plus ambigu qu'avant. Et puis il y a aussi plein d'entreprises et de recherche et de R&D et de collaboration entre les mondes autour des applications en santé, des applications en environnement, des applications, je ne sais pas, sur le risque inondation, sur la protection de manière très générale. Ça, c'est notre première ambition, on continue à la mener. Je pense pouvoir dire qu'au niveau des collectivités, on continue à être très accompagné. Je pense que le plan IA de la région Occitanie mentionne ça aussi, qu'il va y avoir de l'aide aux entreprises, de l'aide aux projets collaboratifs en IA en Occitanie sur ces terrains-là. Je trouve que
la métropole continue à l'affirmer et à réaliser des choses autour de ça. Donc on va continuer. Si on veut continuer à être en pointe, il faut avoir vraiment ces activités de R&D collaborative et de recherche dans nos organismes de recherche et puis à l'université. Et le deuxième but, et le troisième, sont des buts plus d'opérationnalisation, je vais dire, plus directe. Comment est-ce qu'on crée les conditions de cette massification des usages de l'IA? Pas à tout prix. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que, à la fois, si on veut déployer des IA, si on veut réfléchir à certains usages des IA, si on veut réfléchir si c'est un go ou un no-go sur des cas d'usage, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser le plus collectivement possible, pour s'être doté des outils? Alors ça peut être des outils très matériels, je vais y revenir juste après, ou des outils vraiment d'organisation où peut-être on peut créer des endroits. Alors il y en a un par exemple au CHU, autour de l'entrepôt de données de santé, un comité scientifique et éthique qui dit, quand on dépose un dossier de réutilisation des données, qui dit si ça fait du sens scientifiquement, c'est-à-dire si on n'est pas en train de prendre des données quand même très sensibles, des données de santé, et pour en faire pas grand-chose, si c'est juste pour calculer une moyenne dessus, peut-être que ça n'a pas grand intérêt, puis si c'est éthique, si c'est bien présenté, si les notes, par exemple, aux patients sont bien faites, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très organisationnel. On veut même aller à Montpellier sur la mise en place d'un bac à sable réglementaire au sens de l'AI Act, au sens de faire des choses, peut-être se donner les moyens de pouvoir avancer sur du traitement de données qu'on n'aurait pas le droit de faire dans d'autres conditions, mais le faire parce qu'on se protège avec ces organisations vraiment ciblées. Et puis avoir les infrastructures, je vais y revenir, c'est ce que je disais. Et puis le troisième but, et je pense que ça rejoint aussi ce qui était dit dans la table ronde précédente, dans la prise en compte et la prise de conscience de tout ce que ça revêt, c'est de former, d'acculturer, d'informer, de sensibiliser, et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à une connaissance la plus étayée possible sur l'intelligence artificielle, puisque ça devient, et c'est très bien, très développé et très à la mode, du coup, tout le monde s'en empare, tout le monde peut dire un peu tout et n'importe quoi, les gens ne sont pas d'accord et c'est très bien, parce que ça crée du débat, ça crée des controverses et c'est comme ça qu'on avance, mais il faut que ce soit encadré quand même par des expertises, pour pas qu'il y ait de dérives, pour pas qu'il y ait des prises en main de certaines, par exemple de certaines décisions, de certaines catégories de population, ou des plus jeunes par exemple, auxquels on raconterait un peu n'importe quoi. Donc pour ça, collectivement aussi, on s'est dit il faut créer des lieux où on puisse, des lieux, et ils sont divers, où on puisse se retrouver autour des sujets de l'intelligence artificielle, quel que soit le niveau d'expertise, quel que soit son sujet. Donc dans les halles de l'IA, on est en train de déployer des étals, ou en tout cas on cherche le terme, d'ailleurs c'est un appel à contribution. Il va y avoir par exemple un fil de programmation, et il y en a déjà un autour de IA et santé. On crée des choses et en lien avec tous ceux qui sont déjà acteurs d'intelligence artificielle à hauteur d'enfant, des groupes d'experts, vraiment, parce qu'il y a de la grosse expertise, je le disais, dans les entreprises et dans les labos de Montpellier autour de l'intelligence artificielle. Donc voilà, on crée ces creusets, bientôt à table, on crée ces creusets pour pouvoir continuer à faire du lien. C'est notre force vraiment, ça je le maintiens, à Montpellier autour de ces sujets. Je mentionnais la santé, haut à droite, on a la chance, je pense, à Montpellier d'avoir un des CHU les plus engagés dans la transformation de l'hôpital avec l'intelligence artificielle. David Morquin, si vous l'avez déjà écouté, vous a sans doute passionné, il est vraiment très pédagogue et il sait expliquer à quel point, il est directeur de la stratégie en intelligence artificielle au CHU, il sait expliquer à quel point l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative, peut être utilisée certes pour des choses auxquelles on peut penser. On pense IA et santé, on va penser peut-être une meilleure prise en charge, un meilleur diagnostic de certaines pathologies, du cancer, etc. C'est au mois d'octobre, on va parler de prévention autour de certains cancers par exemple, mais la question aussi, elle est peut-être politique d'ailleurs, sur comment est-ce qu'on peut se servir de ces IA pour transformer aussi nos organisations là où on a envie, et pas là où on n'a pas envie. Et ça, c'est aussi quelque chose, je sais que la métropole est attentive à ça, pour pas remplacer les gens et les emplois de manière comme ça, un petit peu, sans être guidé par une certaine éthique et une certaine vision politique. Il y avait un but, le deuxième but, il y a comment est-ce qu'on met en œuvre ces intelligences artificielles, encore une fois pas à tout prix,
On a la chance à Montpellier, et pour ceux qui étaient là ce matin, je sais que vous avez entendu Michel Robert aussi vous faire une conférence autour de ces sujets-là. Et puis je pense que ça fait écho aussi à ce qui était dit juste avant. Le numérique a une vraie matérialité, on ne peut pas s'en défaire, de plus en plus avec les intelligences artificielles. Le CINES qui est l'acteur pour l'enseignement supérieur à la recherche, mais qui peut aussi évidemment mener des calculs pour le monde de l'entreprise, a pris en compte ça de manière assez forte. Alors il y a évidemment cet aspect impact environnemental au sens de la consommation énergétique, c'est les images que d'ailleurs peut-être Michel vous a montré ce matin et que j'ai reprises, piquées pour cet exposé. Il y a aussi quelque chose au CINES qui est intéressant, et peut-être vous en a-t-il parlé, c'est le fait que les processeurs, les GPU qui sont dans la machine Ad Astra, qui est alors au top sur les aspects green, et puis vraiment très forte aussi sur la puissance de calcul, c'est pas des processeurs NVIDIA, c'est des processeurs AMD. Il faut aussi, dans ce monde un petit peu de la géopolitique qui était montré tout à l'heure, aussi penser au jeu d'acteurs qu'on veut faire, et à la diversité qu'on veut entretenir. Alors nous, on a la chance, à notre échelle, à l'échelle locale, avec l'Institut de sciences des données, d'avoir pour nous universitaires, mais pour encore une fois tous les acteurs entreprises et pour la R&D d'entreprise, d'avoir une machine qui est toute proche de la grosse machine Ad Astra, mais pas dans la même salle. Mais alors elle n'est pas encore en service là, elle sera en service à la fin de l'année. Mais les gros tuyaux que vous voyez au-dessus de la machine, en fait, c'est les tuyaux d'arrivée d'eau tiède, qui sont les mêmes, grâce au travail avec le CINES, qu'il faut vraiment remercier. C'est les tuyaux d'arrivée d'eau chaude, donc à 32 degrés, qui sont les mêmes que ceux d'Ad Astra. En gros, on a préféré à Montpellier, avec l'argent qui nous est donné en subvention, pour que tous ensemble on fasse de l'IA, et pas que de l'IA, mais beaucoup de numérique et beaucoup d'IA, on a fait le choix d'avoir non pas la plus grosse, mais d'avoir une machine avec le plus faible impact que ce que les vendeurs et fournisseurs ont réussi à nous donner. Et on va aussi faire des actions avec des acteurs locaux, la filière agro et agri autour de Montpellier, pour aussi racheter des parts de consommation de CO2 et leur donner sur les sites locaux des sous pour mener des projets. Donc c'est important, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Je pense qu'il faut qu'on continue collectivement à bien travailler ensemble pour que cette machine soit le mieux utilisée possible, et elle est à votre disposition pour ce faire. On a aussi en tête, à Montpellier, qu'il y a un effort, et c'est la troisième ambition, celle qui était notée, c'est de l'importance de la culturation, de la sensibilisation et de la formation à ces techniques. Alors, ce qui s'est passé, et c'est notre collègue Gabriel Crook, qui était d'ailleurs le porteur du gros projet de Montpellier, il a eu cette idée de dire, mais à un moment, il va falloir qu'on puisse évaluer les gens, et que tout le monde ne se réclame pas d'être expert de l'IA si, en gros, il a utilisé 3 fois dans sa vie ChatGPT. Et il a eu cette phrase en disant, il faut qu'on fasse le TOEIC de l'IA. Il faut que sur les CV, les gens puissent dire, moi j'ai eu 92 sur 100 au TOEIC de l'IA, alors il s'appelle i7. Et que ce 92 sur 100, il ait une vraie valeur, une valeur qui soit la même que Monsieur X ou Monsieur Y le mette sur son CV. Alors on a mené ce travail, ça fait 1 an qu'on est dessus, quelque chose comme ça, et on est en train de sortir, et c'est demain, il y aura 2 pages de publicité juste après, et je finirai avec mes 2 pages de publicité. On a monté une AFNORSPEC sous la houlette de Arnaud Youalalen, le PDG de Numalis, que vous connaissez peut-être, qui est un grand expert de la standardisation. Et donc on a monté ce test, cet AFNORSPEC, enfin ce test pour qu'il réponde à cet AFNORSPEC, décliné en 3 niveaux. On est acculturé, on est utilisateur expert, on est expert des IA, et en 5 grandes compétences. Et aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur une de ces compétences, c'est à quel point on a la culture de l'environnement éthique, réglementaire, de tout ce qui fait l'intelligence artificielle. Et dans ces points-là, évidemment, il y aura l'impact environnemental et puis le lien à l'humain, tel que tu le déclinais. Alors la première petite page de publicité, c'est que demain sort cette AFNORSPEC et qu'il y a un webinaire, donc vous pouvez vous joindre. Demain de midi à 13h, en fait, sera présentée cette spec. Alors une AFNORSPEC, c'est la description justement d'une spécification au sens des standards de l'AFNOR, qui vient décrire
ce que ça veut dire qu'être un test de certification d'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, il y a une spec qui est sortie sur l'IA frugale, comment est-ce qu'on évalue la frugalité des environnements d'IA. Là, c'est vraiment la déclinaison de qu'est-ce que c'est qu'un bon test en intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est les niveaux vraiment précisément, les compétences précisément, et quelles sont les conditions de passage, de création et de révision des questions sur l'intelligence artificielle pour que le 92 sur 100 d'aujourd'hui ait la même valeur que le 92 sur 100 dans 5 ans, alors qu'on le sait très bien, les outils d'intelligence artificielle auront évolué. Voilà pour la présentation, et si vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe à Montpellier, et il se passe beaucoup, et je pense que peut-être qu'on ne met pas tout dans cette newsletter, mais ce qu'on essaye de faire, c'est continuer à être au courant tous de ce qui se passe sur le site, alors au sens large, autour de Montpellier, et puis de le montrer aussi, parce que on pense qu'on est quand même très fort ici à Montpellier. Merci. Je ne sais pas si tu as été on peut prendre quelques questions, si bien là on a le temps. Oui, bonjour. Merci pour cette table ronde. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que ça fait des émus, est-ce que ça a donné des idées à d'autres localités, des villes, même pays ou même potentiellement au niveau européen, l'expérience de la Convention citoyenne? Et la seconde question, c'est plus par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas peur aussi de devenir dépendant? Je crois que ça a été mentionné, le comparatif avec le pétrole. Est-ce qu'on n'a pas peur sur le long terme de devenir dépendant de certaines technologies qui sont potentiellement critiques et dont l'avenir n'est pas forcément clair et avec des impacts humains, comme on a vu juste avant, importants? Tu réponds à la Convention citoyenne, Manu, parce que je crois que la réponse est oui, il y a eu des éléments. Il y a 2 questions, je note les thèmes des 2 questions, parce que sinon je vais répondre à la première, je vais essayer de répondre à la première et j'ai oublié la deuxième, donc voilà, c'est noté. A priori, je pense que je vais arriver à retrouver. Alors sur la Convention citoyenne, oui, complètement. Alors déjà, en fait, je ne suis pas rentré dans les détails, mais ça présente un intérêt. En fait, vous savez que quand on parle de Convention citoyenne, souvent en France, on fait référence non pas à la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui est pourtant extrêmement intéressante et qui a produit qualitativement beaucoup de choses et beaucoup de débats. On pense à celle sur le climat. Et en l'occurrence, le président de la République à l'époque, qui avait initié cette convention, s'était engagé derrière à faire l'intégralité des recommandations. Vous savez qu'il y a eu quelques déconvenues sur la chose. Ce qui fait qu'il a fait attention au sujet suivant sur lequel il allait s'engager. Et c'est un peu un risque. Alors là, on partait d'un risque. Je dis ça parce que ça a une importance. Finalement, ça devient un objet politique. Un objet politique, alors si vous le lisez, il est en ligne, c'est effectivement un ensemble de choses qu'on peut retrouver ici ou là. Sa force, c'est la légitimation. C'est la réflexion et c'est la légitimation. C'est super simple pour le coup. Derrière nous, on l'a traduit, on va le traduire, parce qu'on le vote la semaine prochaine, figurez-vous, une stratégie d'IA et data, et on va même mettre des 10 lois, je ne sais pas si pour quelques-uns concernent la littérature de science-fiction, mais les 10 lois c'est pas les lois de la robotique, c'est les lois de la data et l'IA qu'on va s'appliquer. Donc ça, c'était pour le dire, c'est un objet politique. Et si je faisais référence à la Convention sur le climat, c'est qu'à partir du moment où il y a un objet politique, on peut s'en saisir. Alors, est-ce que ça a fait des émules? Oui. Figurez-vous, oui, ça a fait beaucoup d'émules. Déjà, au niveau des collectivités locales, eh bien, beaucoup de collectivités locales, là maintenant on est à plus de 15 collectivités locales, de Nantes qui a déjà commencé, à Rennes, en passant par Lyon, Strasbourg, Paris, qui lance aussi, mais chacun sur des formats différents. Ça peut être il y a tout un tas de participation. Et il est allé même plus loin, parce que le Conseil national du numérique, qui est un organisme qui avait été institué au niveau national, a proposé au président de la République de lancer ces cafés IA. Et finalement, ceux dont on est, à défaut d'être à l'initiative totalement, on a participé justement à la propagation du débat. Et je pense que c'est ça l'enseignement principal, c'est de propager le débat. Et donc oui, complètement, ça a fait des émules, en tout cas en France, sur l'appréhension de comment on pouvait répondre au débat. Et justement, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a tellement d'angles pour le prendre, qu'à un moment donné, il faut savoir d'où on parle, vers où on va. Nous, c'est ce qu'on fait aussi avec les halles de l'IA, justement avec ces étals des halles de l'IA. C'est pour que dans le domaine de la santé, mais c'est aussi dans le domaine du bâtiment, on puisse voir
comment on peut réfléchir ensemble sur le domaine du travail, parce que là, pour le coup, je vous parlais d'aujourd'hui, on ne voit pas les gains de productivité, mais on voit des changements, on voit des transformations. Alors, à la différence des différentes révolutions, ce qu'on observe notamment sur le travail, c'est que finalement, les machines, elles y sont plus ou moins, on peut discuter du plus ou moins, les délais de propagation devraient être relativement rapides, mais en fait, au milieu, il y a l'être humain. Et l'être humain, il ne sait pas comment l'appréhender sur pas mal de sujets. Je vous parle de l'IA générative dans l'entreprise, pour le coup. Donc oui, ça a fait des émules. Et votre deuxième question, c'était sur... Ça a fait beaucoup d'émules, et justement, ça suffit du débat, et c'était un peu l'objet. Donc on va continuer à créer des controverses, continuer à faire du numérique de quelque chose de politique, parce qu'il y a quelque chose de magique avec l'intelligence artificielle, et ce débat, c'est que ça a remis sur la place publique la question du numérique. Et ça nous permet de nous réinterroger sur plein de sujets. Parce que, en vrai, il y a plein de définitions pour l'IA, mais si on parle de la conception de tout un chacun, il y avait l'informatique, il y a eu le numérique, aujourd'hui il y a l'IA. Mais en fait, en vrai, personne ne sait vraiment de quoi on parle. On parle du numérique en général et de notre rapport au numérique, parce que tout ça est interconnecté, et donc ça a du sens. Et votre deuxième sens, c'était sur le lien de dépendance par rapport au pétrole. Effectivement, je pense que la comparaison était extrêmement intéressante. C'est marrant parce que moi, quand je suis écolo et quand on m'a dit pourquoi tu t'intéresses à l'intelligence artificielle, alors déjà, elle ne va pas pouvoir être labellisée AB, donc ça va être un souci pour le coup. Donc là, je ne suis pas dans les clous. Et alors, il fallait que j'explique, donc là, pour le coup, aux adhérents, et je leur ai fait une explication en leur disant, en fait, c'est un peu comme si on était au tout début. Vous savez, quand nous, on nous a expliqué, je ne sais pas, peut-être le rapport Meadows, ça vous dit quelque chose, quand il y a plus de 50 ans, on a expliqué que les limites du monde, elles étaient finies, qu'il fallait peut-être en tirer quelques conclusions. Vous remarquez que 50 ans plus tard, on a un peu avancé, mais il y a une prise de conscience manifeste, il y a les accords de Paris, dont on attend encore les véritables mises en place en termes de politique publique. Mais moi, je l'ai expliqué comme ça, c'est qu'on est au début, et c'est maintenant qu'il faut susciter des réflexions et des règles. Et ce qui est génial de s'intéresser à l'impact environnemental de l'IA, l'impact environnemental est humain, on l'a vu, est humain dans son humanité tout à l'heure, mais humain aussi dans le rapport de nos organisations. C'est qu'en fait, on prend les choses dès le début. Évidemment, les technologies, parce que c'est un ensemble de technologies, les technologies elles existent depuis longtemps, c'est leur massification et surtout leur visibilité. Enfin, c'est visible des capacités et des perspectives qu'on peut avoir dessus. Mais on est en fait qu'au début, parce que rappelons-nous quand même qu'on ne vit pas dans un film de science-fiction ou un livre de science-fiction. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas numérisées, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aujourd'hui à proximité, il n'y a pas des jumeaux numériques de tout. L'objectif en santé de pouvoir être dans la prédictivité la plus absolue, vous savez, avec l'exemple qu'on donne toujours, vous cassez la jambe à 5 ans et vous allez avoir un cancer à 40, tout ça c'est quand même, je ne sais pas si c'est un mythe de la science-fiction ou quoi que ce soit, mais tout ça, ça vient quand même de la donnée au départ dont on dispose. Et en fait, on dispose de relativement peu de données aujourd'hui. Donc tout l'intérêt, et je vous fais le lien avec, pour le coup, c'est qu'on prend les choses dès le départ. Et par rapport au pétrole, on a conçu les choses, alors sur le pétrole, on a fait une petite erreur technique, c'est qu'on aurait pu choisir la motorisation électrique, ce qui aurait pu avoir d'autres impacts par ailleurs, mais on n'y a pas réfléchi. Là, aujourd'hui, on a les moyens d'y réfléchir et de poser la question du débat. Et c'est bien peut-être l'IA, la première fois qu'on s'interroge dans la massification et la révélation vis-à-vis du grand public, parce que les politiques, ils arrivent en dernier, une fois que le public est interrogé et que tout le monde est interprété. C'est peut-être la première fois qu'on s'interroge sur l'impact environnemental, donc je pense, mais pas que, sur l'éthique, sur notre rapport à la société. Donc c'est un merveilleux moment pour poser des bases, mais les poser de façon transparente, et tout au moins, puisqu'on est dans un pays démocratique, de les poser maintenant. Donc oui, il y a une référence au pétrole, mais peut-être que, vous savez, on appelle ça souvent des retours d'expérience. On a un certain retour d'expérience sur l'écriture, sur l'imprimerie, sur un certain nombre de révolutions technologiques, et on a une certaine mauvaise expérience sur le pétrole et sur ses conséquences. Donc oui, je pense qu'il y a un parallèle à faire, mais il y a un parallèle à faire, c'est de prendre les choses au bon moment, parce que l'histoire n'est pas aujourd'hui écrite sur un ensemble de règles et sur nos ensembles d'usages et de la définition. Et vous le voyez partout. Vous le voyez dans l'IA Act versus les Américains versus les Chinois. Vous le voyez dans la question des réseaux sociaux, comment ils sont interdits excusez-moi, le pays d'Amérique du Sud qui est tout au nord et qui a un dictateur à la tête qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Le Venezuela, voilà, je cherchais le nom, l'interdiction, mais vous le voyez aussi au Brésil dans le rapport aux réseaux sociaux. En fait, tout ça, c'est en train de changer, c'est en train de poser des débats sur notre relation et nos usages,
il y a quand même quelque chose que vis-à-vis du numérique, on a toujours eu du mal à penser, c'est que vous voyez, l'IA dans la santé, c'est totalement processisé. C'est-à-dire que l'IA dans la santé, quand ça touche à la santé, en Europe et aux États-Unis, hein, mais même en Chine, vous devez obtenir des certifications. C'est-à-dire que ça fait partie du modèle économique, hein, ça fait partie d'un côté du modèle économique et du process de validation. Ça ne pose aucun souci. Là, on a mis à disposition un ensemble d'outils grand public et professionnel, parce que derrière, il y a quand même un petit modèle économique sur des abonnements et ainsi de suite, et sur une logique économique. On l'a mis à disposition du grand public. Finalement, on n'a pas demandé si on avait un permis, il n'y a pas de certification. Donc il y a plein de choses à imaginer, mais moi je le redis, je pense qu'on n'est qu'au début, et c'est le bon moment pour ne pas faire les mêmes erreurs que le pétrole. Bonjour, merci pour la table ronde, très intéressante. Moi j'avais une question par rapport au choix de performance par rapport au calculateur dont vous parliez précédemment, sur le fait qu'il y a un impact environnemental qui a été privilégié par rapport à la performance. Puis après je voudrais faire une petite ouverture. Déjà, quels ont été les critères justement de choix par rapport à la performance vis-à-vis de vos besoins initiaux? Et l'ouverture que je voulais faire, c'est est-ce que le fait de choisir les critères environnementaux versus la performance peut peut-être diminuer la compétitivité entre guillemets du modèle économique autour de l'IA par rapport aux autres offres qui peuvent se trouver sur le marché? Ouais, c'est effectivement des questions qui nous occupent et nous préoccupent beaucoup. Alors, je me suis peut-être mal exprimée sur la performance. On a des machines ultra performantes, là, vraiment très très performantes. On pourra discuter de la configuration technique, puis c'est peut-être pas moi la plus experte là-dedans, parce qu'on a une grosse équipe technique derrière. Donc la machine va être très très performante pour différents types de calculs d'ailleurs, pour des calculs, j'allais dire, du canal historique du supercalcul, et puis d'autres calculs peut-être plus dédiés à l'intelligence artificielle ou avec beaucoup d'entrées-sorties, beaucoup de données en entrée et ou en sortie. Donc je me suis mal exprimée et merci pour votre question, ça me permet de rétablir ça. On a plutôt choisi d'avoir pas autant peut-être de CPU et de GPU que ce qu'on aurait pu avoir avec l'enveloppe budgétaire. Vous voyez, on s'est dit peut-être qu'il faut qu'on en ait moins, mais que du coup on mette un petit peu d'argent sur du refroidissement à eau chaude plutôt que du refroidissement à eau tiède. C'est plutôt ça le choix qui s'est opéré. Par contre, et je vais dire l'inverse de ce que je viens de dire, mais ça c'est mon métier de prof, on fait tout le temps ça. On va peut-être, mais c'est à tester d'ailleurs, et le CINES est en train de faire des tests aussi, on va peut-être faire baisser la fréquence des processeurs, parce que c'est quelque chose qui n'est pas linéaire en fait. Si on fait baisser un petit peu la fréquence des processeurs, pour certains des calculs, ça va à peine se voir sur le temps de calcul, ou pas beaucoup, mais la dépense énergétique va être vraiment beaucoup plus, va y avoir un gain énorme, ou beaucoup plus fort que cette petite baisse de fréquence typiquement sur les processeurs. Donc, le CINES fait des grosses études actuellement là-dessus. Alors ils ont des calculs encore plus massifs que nous, donc il y a encore plus de visibilité et de prise de recul par rapport à ça. Donc on va leur piquer leurs bons résultats et voir si on peut quand même pas les appliquer. Donc là, je reviens par rapport à ce que j'ai dit. Donc là, peut-être que si on fera baisser les perfs, mais pas par rapport à la machine peut aller vraiment très fort. Mais peut-être que voilà, en toute conscience, on la fera baisser de perfs parce que le rapport coût-bénéfice sera positif. Il n'y a pas d'autres questions? Écoutez, je crois qu'on est bon. Merci à beaucoup. toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à cet atelier et à cette journée qui est maintenant clôturée. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à suivre la continuité de l'actualité sur le Green IT Day via la newsletter de Digital 113. Je vous remercie beaucoup.